Donc la première remarque qui avait été amenée, c'était la question du regard. Et donc, oui, voilà, je vous dis, faut vraiment prendre ça un peu comme une conversation dans laquelle je serai peut-être un peu plus bavard que les autres, mais sentez-vous tout à fait autorisé à intervenir, hein. J'ai pas prévu un exposé de type conférence magistrale pendant 1 heure, donc c'est tout à fait possible de me couper et d'amener un point de vue. Je suis pas du tout fermé sur ça. Donc la question du regard. Donc moi, quand Mireille a mis a mis ça dans le groupe, tout de suite, ce que j'ai pensé, c'est que le regard, c'est vraiment la question des alliances. Parce que on ne regarde qu'à travers des alliances. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est quand même connu, en tout cas dans notre enseignement, c'est qu'on ne regarde le monde que par des alliances. Il n'y a pas de possibilité de regarder le monde en dehors d'une alliance. Alors on pense, ça c'est vraiment le côté naïf, mais qui est un peu l'enfance de l'art, en tout cas pour nous, c'est que on pense que on regarde et que la manière dont on regarde, elle est, pour reprendre ce qu'on disait un peu juste avant, elle est comme intelligente. On se dit voilà, je regarde, je réfléchis, j'ai une analyse sur une situation, sur moi-même, sur le monde, sur la politique, sur tout et n'importe quoi. Donc oui, voilà, on a cette idée que à partir du moment où on porte un regard sur quelque chose, on a cette idée que il est dans une forme d'intelligence. Et on a cette idée que si on regarde, si en plus on regarde consciemment, on est comme certain, et ça c'est vraiment un grand obstacle à dépasser pour aller vers une démarche de conscience plus profonde. On pense que c'est ok, que c'est correct et que c'est suffisant. Et que, par exemple, d'ajouter quelques concepts, moi je fais référence notamment à ma vie de psychothérapeute et psychanalyste précédente, on pense que le simple fait d'avoir des concepts pour mettre en perspective quelque chose du monde extérieur, quelque chose de soi-même, un état intérieur, on pense que cela, c'est une manière de maîtriser le regard. On n'arrive pas forcément, en tout cas moi je le rencontre très peu, le seul endroit où j'ai rencontré une manière supérieure d'envisager le regard, ben, c'est clairement avec le prophète Olivier Manitara et avec cette lignée des maîtres. Parce que sinon, on est comme dans un contentement du regard qu'on utilise. On ne s'éveille pas au fait que le regard, c'est fondamentalement des alliances. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est jamais toi qui regardes. Il faut vraiment s'extraire de la certitude que c'est toi qui regardes. C'est toi, c'est moi. Je le dis pour moi aussi. Il faut être dans cette idée que, en fin de compte, si on regarde, c'est que un monde avec lequel on est en alliance regarde. Donc, par exemple, je regarde avec plein de choses. Si j'ai une formation universitaire, c'est en fait le courant universitaire qui m'a formé qui regarde. Et puis ça peut être mélangé avec peut-être, je ne sais pas si j'avais je dis un peu n'importe quel exemple, hein, mais c'est comme quelque chose d'un peu général. Si j'avais un père alcoolique, il y a donc ce côté universitaire qui m'a été mis, qui va prendre peut-être 10-15%. Et puis il y a aussi l'œil de mon père qui est là-dedans. Et ça fait une manière de regarder. Et ça génère une identité. Mais cette identité-là ne sera jamais quelque chose de vrai, jamais quelque chose de réel. Jamais quelque chose qui dépassera le recyclage. Donc on regarde, et puis on pourrait le dire avec des contre-vertus. Par exemple, je regarde avec suffisance, voilà, pour rester dans le monde universitaire. Je regarde avec orgueil. Je regarde avec certitude. Voilà, je suis certain. Bah, de toute façon, j'ai un doctorat. J'ai un doctorat, donc je suis certain. Et c'est donc ça qui regarde. Mais ce n'est pas une manière, en tout cas du point de vue de cette tradition universelle de la sagesse, de cette tradition que Olivier Manitara a appelée tradition essénienne. Ce n'est pas du tout suffisant. Il faut s'éveiller exactement aux alliances internes avec lesquelles on regarde. Voilà, donc est-ce qu'on a les moyens de faire cela? Ça, c'est une grande question, parce que la théorie c'est bien, on peut tomber d'accord sur cette théorie, c'est-à-dire je vous dis ça, vous dites ah oui quand même c'est intéressant, faudrait peut-être s'éveiller un peu plus à avoir un regard un peu plus large. Mais concrètement, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'à un moment on s'extrait de tel être qui nous tient depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis plusieurs vies? Moi j'ai rencontré dans certaines initiations, dans certains passages, dans certaines épreuves, on rencontre en fait
un être qui tient notre œil, mais au sens large, hein. Notre œil, c'est notre manière de regarder le monde, notre manière de nous envisager nous-mêmes, notre manière de nous penser nous-mêmes, voilà. Je suis quoi? Ça, c'est un œil en toi, c'est un esprit en toi qui regarde. Et donc, il faut avoir des moyens de s'extraire de cet œil-là. L'humanité, par exemple, pour dire quelque chose d'extrêmement large, l'humanité, depuis plusieurs milliers d'années, elle est dans la vision du monde mortel. C'est une humanité mortelle. L'œil immortel s'est éteint. Pour aller rechercher l'œil immortel, activer le côté de l'immortalité en soi. D'ailleurs, je crois que c'était évoqué dans les autres questions après. Donc ça rejoint. Pour aller activer. Pardon? Tu parles depuis le début des pharaons, alors, plusieurs millénaires. Ah, je pense que c'est avant. Oui, mais il y a eu des belles périodes, effectivement, où cet œil-là était activé dans des grands initiés. Mais si on veut vraiment remonter à la période où l'humanité a vécu avec l'œil immortel, c'est-à-dire sans identification majoritaire au corps, et même sans personnalité mortelle. Moi, je pense que j'ai déjà raconté ces choses-là, mais je peux en redire quelques mots. Euh, plusieurs fois en réalité, mais une première fois pendant une des initiations, je me suis retrouvé à revenir dans la conscience d'une vie qui était de moi, mais on pourrait presque dire que ce n'était pas de moi parce qu'il n'y avait pas de moi psychologique. Mais je le reconnais comme quelque chose d'extrêmement ancien, dans lequel toute la sphère psychologique n'existait pas. Et donc ça a vraiment été une révélation pour moi. J'ai passé à peu près 24 heures dans cette conscience-là, c'est-à-dire une conscience vivante. Donc il y a un œil, on regarde le monde, mais tout est vivant. Par exemple, l'arbre. Moi j'ai vécu ça, je me suis retrouvé devant un très grand arbre. Et en fait, tout mon être disait arbre, tout mon être entrait en communication avec cet arbre. Et absence de mots, absence de concepts, absence en fait de cet ensemble qui peut être tout à fait pertinent. Je ne remets pas en question l'ésotérisme ou toutes ces choses-là, mais il y a quelque chose de plus profond, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est une immédiateté de la vie. Voilà. Et donc, il est important d'avoir des moyens de retrouver ces choses-là. Sinon, on parle. Voilà, sinon, on parle et puis on est content. On a appris plein de choses. Mais on n'est toujours pas vivant. Et le monde autour continue à être un monde dans lequel, voilà, j'ai rencontré cette semaine-là, c'est tout frais, donc j'y pense. J'ai rencontré un franc-maçon, voilà, qui a fait des années et des années dans la franc-maçonnerie. Alors, il connaît tout de la franc-maçonnerie, c'est passionnant. C'est passionnant, mais tout est éteint. Et en plus, il en est conscient. Il se dit, ben oui, j'ai fait tout ça, mais oui, mais c'est quand qu'on commence en fait? On a tout appris, mais à quel moment est-ce qu'on commence vraiment? C'est une question qui peut se poser. Donc voilà. Alors, je pensais à ça. Je vais peut-être essayer de guetter l'heure un peu si on veut dire un mot sur chaque point qui a été proposé. Oui, c'est ça. J'avais pensé aussi communiquer ça. C'est que quelque chose dont je m'étais aperçu il y a quelques années maintenant, c'est que il y a tout un courant analytique. Ça, ce sont des choses de mon expérience, mais je pense au courant psychanalytique, au courant psychothérapeutique, au sens large, vraiment, même la psychiatrie, etc. Il y a tout un œil, voilà. Mais on ne pose jamais la question de à qui est cet œil. C'est-à-dire que le psy regarde, je dis le psy, mais on pourrait le dire pour quelqu'un qui fait de l'analyse de pratique dans le monde professionnel. On pourrait le dire d'un être qui fait comment on appelle ça, de l'audit. Voilà, il y a un œil qui regarde, qui pose un diagnostic, qui pose une certitude. Mais on ne s'écarte jamais pour se dire, ah oui, mais en fait, à quel monde appartient cet œil en fait? À quel monde appartient cet ensemble de points de vue, cet ensemble de certitudes? Est-ce que, en fin de compte, cet œil-là n'a pas pris possession de moi pour faire apparaître quelque chose dans le monde extérieur et qui, au final, ne sera jamais mon bénéfice? C'est-à-dire que si je prends par exemple quelqu'un qui va faire de l'analyse en bourse, il va devenir un grand analyste financier, par exemple. Il va avoir des analyses extrêmement pertinentes sur différents courants de la bourse. Il va avoir des clients, une renommée, je ne sais pas, il va écrire des articles, toutes ces choses. Donc on va dire, ok, il a un intérêt, il a fait une carrière.
Mais l'âme n'a pas eu d'intérêt. Ce sont des intérêts de la personnalité mortelle, conditionnés par un environnement spécifique, pour faire apparaître quelque chose de spécifique, mais rien de tout cela n'est lié au monde de l'harmonie. Rien n'est lié à l'âme immortelle. Voilà, donc il est vraiment important, et je vais arrêter là après sur la question du regard, sinon ça va faire trop long, mais il est vraiment important de pouvoir s'extraire complètement de l'œil qui nous a été transmis. Voilà. Un œil t'a été transmis, il faut savoir que cet œil-là, il n'y a presque aucune chance que le monde divin le valide. Voilà. Presque aucune chance. Est-ce que quelqu'un veut commenter mes propositions, mes remarques du jour sur le sujet du regard? On peut parler de l'individuation aussi, et le fait aussi de tuer le père. Bien sûr, bien sûr. Dans ce que tu dis. Ces choses-là peuvent entrer en interaction, oui, tout à fait. L'individuation ou l'individualisation, tu as dit? L'individuation. C'est ça. Après, on est dans cette même complexité. Moi, ce sont des idées que j'aime bien. Ce sont des concepts. Mais est-ce qu'on peut s'élever, en fait, au monde qui a engendré ce concept? Est-ce qu'on peut s'élever jusque-là, le questionner, lui dire, ah, attends, mais il y a un monde supérieur qui engendre un concept. Il le place à l'intérieur de la capacité de penser de certains humains. Est-ce qu'on peut questionner ce monde? Lui dire, attends voir, c'est quoi en fait ton projet global? Tu m'emmènes où? Voilà, moi je pense qu'il faut s'élever vers ces choses-là. C'est ni pour ni contre. Je pense qu'il faut élargir, revenir, replacer n'importe quel concept, n'importe quelle idée qu'on va utiliser. Il faut pouvoir la replacer dans un point de vue universel. Est-ce qu'elle aurait, là tu parles de ça, est-ce que ça aurait intéressé des êtres il y a 1000 ans? Alors je sais, certains vont dire non mais la pensée a évolué, on est plus ceci, on est moins cela qu'il y a 1000 ans. D'accord, mais dans l'initiation chrétienne, il y a aussi l'idée de renaître de nouveau. Hein. C'est certain. C'est certain. C'est un passage obligé. Il faut même mourir de son vivant, en quelque sorte. Sinon, on ne peut pas passer dans l'au-delà en paix. Hein. Enfin... Je pense, oui, c'est quelque chose qui est tout à fait dans la lignée de ce qu'on essaye de proposer. C'est tout à fait dans la lignée de l'enseignement essénien, complètement. Complètement, on est là-dedans, oui. Mais c'est toujours pareil, c'est comment on le comprend, comment on le pratique, voilà, c'est toujours ça. On revient toujours sur ça. Moi, faut savoir qu'il y a... je pensais à un autre, là, j'ai parlé avec un médecin retraité, qui a étudié certaines choses. Alors, il me dit, il y a ça, il y a ça. Je dis, oui, mais j'adore, ce sont de tellement belles idées. L'humanité est emplie de belles idées, il y en a énormément. Mais est-ce qu'on arrive à les replacer dans un contexte universel? Est-ce qu'on arrive à faire ça? Je rebondis du coup sur la remarque suivante qui avait été proposée, parce que c'est vraiment dans la continuité de ce que tu dis. Donc alors c'est quelqu'un, je sais plus qui c'est, j'ai pas noté, ou alors il n'y avait pas le nom. C'était la réalité de l'immortalité dans la vie mortelle. Que signifie concrètement agir, vouloir, ressentir et penser pour Dieu? Alors, c'est vraiment dans le sens de cette remarque que tu amenais, Émilie. C'est toi qui avais écrit ça? D'accord. Bon, bah, t'es cohérente avec toi-même, alors c'est bon. Je suis en plein dedans, alors... Ok. Alors moi, ce à quoi ça m'a fait penser quand j'ai vu cette remarque-là, c'est que notre enseignement, il est structuré avec 4 pôles principaux, qui sont l'étude, et qui sont... ça va vers une densification en fait. C'est l'étude, la dévotion, les rites et l'œuvre. Je pense que vous avez déjà entendu ça, mais je vais en redire quelques mots. Donc en fait, on commence toujours, moi si je regarde mon propre parcours, si je regarde le parcours d'autres qui se sont approchés de l'enseignement, c'est qu'on commence toujours par l'étude. Je pense que du fait, peut-être c'est l'époque qui génère ça, hein, parce que la sphère intellectuelle est extrêmement développée. Donc toujours on commence par l'étude, on s'approche des idées. Voilà, on se dit, ah oui, effectivement c'est une belle idée, c'est un beau point de vue,
c'est une belle façon d'aborder le monde. On va lire un livre, on va écouter une conférence, deux conférences, etc. Et puis, comme c'est quelque chose de sacré, on va s'approcher de la dévotion. Voilà, il y a cette idée. La dévotion, elle est comme un pilier parce que si on n'a pas la dévotion, en fait, on est coupé de la partie supérieure. Voilà, je pense que cette notion de dévotion est très importante parce que c'est la dévotion qui permet qu'il y ait une élévation. Sinon l'étude est sèche, sinon l'étude est aride. Voilà, on entre, je pense, dans le côté vivant par la dévotion. C'est vraiment la dévotion qui va amener d'étendre ses antennes, de s'étendre vers le côté vivant d'une idée. Voilà, le côté vivant. Par exemple, on renaît, la Renaissance. Voilà, est-ce qu'on peut s'étendre vers cette Renaissance? En fait, est-ce que cette Renaissance, elle existe en dehors de ma capacité de conceptualisation? Est-ce qu'elle existe de manière immuable? Est-ce qu'elle existe partout? Est-ce que les plantes renaissent? Est-ce que les pierres renaissent? Voilà, c'est comme ça, c'est de s'étendre. Et je pense que la dévotion permet d'entrer en contact avec cela. Donc voilà, étude, dévotion. Ensuite, on a le rite. Avec le rite, on commence vraiment à faire une jonction entre le monde des idées, le monde de la dévotion, c'est-à-dire un monde qui s'ouvre, et le monde matériel, qui est comme le socle. Quand on entre dans le rite, voilà, je ne sais pas si vous avez commencé à pratiquer des rites, il y a beaucoup de courants qui pratiquent des rites divers et variés. Quand on entre dans le rite, on commence à avoir quelque chose de matériel. On a par exemple une écriture au sol, où on a un tableau sur le mur, et puis on a des paroles précises, c'est structuré. On commence à structurer quelque chose. On a comme un peu dans un rite, on peut avoir le prototype d'un temple ou le prototype d'un mode de vie, et puis on va mettre son corps en mouvement là-dedans. On commence vraiment le rite dans cette trajectoire de matérialisation d'une vision supérieure. Il est une étape fondamentale. On ne peut vraiment pas éviter le rite. Voilà, des courants spirituels qui ne s'approchent pas du rite, je pense qu'ils prennent le risque de rester dans des idées. Je pense que c'est un risque. Et que, à l'inverse... Pardon? Oui, c'est ça, c'est l'ouvrage, la mise en pratique. Ah, alors, l'œuvre est encore après. L'œuvre est encore après. Avec le rite, on est vraiment, je pense, dans un intermédiaire entre... Confondu, moi, je trouve. Pardon? C'est très confondu dans le rite et l'ouvrage. C'est-à-dire que si ton rite devient un temple de 500 mètres carrés en pierre massive, oui, ton rite est devenu une œuvre. Mais si ton rite est juste une structure qui commence à entrer dans une représentation matérielle, on est encore très proche de l'étude en réalité. Voilà. Ouais. Mais ça peut prendre différentes formes, dans le sens où ça peut être le chant, ça peut être la sculpture, l'architecture, l'expression corporelle. Et tout ça, c'est une communication avec... Tout ça peut entrer dans le rite, mais je pense que quand on est vraiment après en train de faire de la sculpture, quand on est en train de composer un chant, on est déjà plus du côté de l'œuvre. On est déjà vraiment en train d'entrer dans une concrétisation d'une vision. Tout à fait, oui. Le rite va vraiment permettre de modifier des paramétrages internes. Et par exemple, si on fait le lien avec ce qui était dit juste avant, il y a des rites qui portent spécifiquement sur le regard, sur les sens. Voilà, avec les rites, on peut reparamétrer les sens. On a cette possibilité-là. Donc, et une fois que les sens sont reparamétrés, une fois qu'on a dit « Ah oui, mais en fait, mon regard n'appartient pas à tel monde. Mon regard, je veux qu'il appartienne à tel monde. Je veux avoir un regard... » Le Bouddha, par exemple, on pourrait dire « Je veux avoir un regard qui correspond à la manière dont Bouddha voyait le monde. » Et après, naturellement, ça va conduire vers le fait de réaliser quelque chose de concret. D'avoir quelque chose de concret, c'est un mode de vie après. Hein. C'est un mode de vie avec des bâtiments, avec... voilà, des véhicules, plein de choses, qui fait que on est devenu quelque chose de réel. On n'est plus des idées. On n'est plus quelqu'un qui a des idées. Voilà, on est quelqu'un qui est devenu une réalité dans le monde, une réalité. Et c'est vraiment très important parce que... Si on n'a pas l'étude des mondes, quoi. Tout à fait, oui. Tout à fait. Je pense que cette progression est un chemin normal et probablement le plus simple. Je pense pas
qu'on pourrait par exemple entrer dans cet enseignement par l'œuvre. Je pense que ce serait une vraie difficulté. Tout simplement parce qu'on se dirait mais cette œuvre n'a aucun sens. Cette œuvre est bizarre, voilà. Alors qu'est-ce que j'avais noté d'autre sur le sujet? Ah oui, c'est ça. C'est ça. Parce qu'après, quand on regarde ce côté des rites, pour continuer sur ça, c'est qu'il y a quand même, de manière plus large, il y a donc le rituel, mais après, il y a aussi le côté des initiations. C'est-à-dire que les initiations sont aussi dans une position intermédiaire. On fait l'initiation, c'est-à-dire que l'initiation, on l'a construit en soi grâce à l'étude, grâce à la dévotion. Et cette initiation, si elle aboutit, comment on saura qu'elle aboutit? Mais parce que, en fait, on change de mode de vie et on fait apparaître autre chose dans le monde. Voilà. Vu comme ça, l'œuvre est vraiment une protection. Hein. Moi, en tout cas, c'est une des manières dont je comprends l'œuvre. C'est que si tu atteins le niveau de l'œuvre, c'est-à-dire le côté de réaliser dans le monde, réaliser, ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être... mais vraiment, c'est très large. Hein. Il ne faut pas forcément voir une œuvre. Moi, j'aime bien les pierres, donc c'est vrai que quand je dis œuvre, je vois assez rapidement des pierres et des constructions. Mais il y a des quantités d'œuvres. On peut écrire un livre, on peut faire un chant, on peut faire une danse, on peut faire une conférence, on peut même vraiment plein de choses. On peut être éleveur, on peut être jardinier. Mais quand on arrive au niveau de l'œuvre et que tout s'est aligné, que en fait, le jardinier, si sa pratique, elle est... le maraîcher plutôt, hein, si sa pratique, elle contient l'étude, si elle contient la dévotion, et si au final, elle contient aussi ce côté rite,